France a bel et bien entamé son déconfinement, mais il reste encore bien des incertitudes sur l'épidémie, les masques, les tests, sur les conséquences économiques. Si de plus en plus de salariés retrouvent le chemin du travail, d'autres s'inquiètent, comme les salariés de Renault notamment. Et au milieu de tout cela, le second tour des élections municipales, finalement fixé au 28 mai, ce sera une drôle de campagne électorale, il faut bien le dire. On va évoquer ces sujets avec nos invités en duplex. Aujourd'hui, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, présidente de Libre. Bonjour et merci d'être avec nous. Et bonjour Patrick Mignola, président du groupe Modem à l'Assemblée nationale, député de Savoie, vice-président du parti de François Bayrou. En attendant le second tour des élections municipales sur fond de coronavirus, une image, celle de Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics, qui a été réélu maire de Tourcoing hier, puisqu'il avait été élu au premier tour des municipales, et il va cumuler son poste de ministre et son mandat, contrairement à un principe mis en place en 1997 et réaffirmé par Édouard Philippe il y a quelques mois encore. Valérie Pécresse, vous avez été ministre, vous. Peut-on être ministre et maire d'une ville de 100 000 habitants ? Écoutez, ça me laisse perplexe parce que j'ai été ministre du budget, moi aussi, en pleine crise des dettes souveraines. J'imagine la charge de travail qui doit être celle de Gérald Darmanin en pleine crise économique et sociale post-Covid. Et en même temps, je vois la charge de travail d'un maire d'une ville de 100 000 habitants et je n'imagine absolument pas ces deux postes cumulables. Donc il devrait choisir. En tout cas, là encore, je ne vois pas comment on peut être à 150% ministre du budget en pleine crise financière et à 100% maire d'une ville populaire qui aura des urgences sociales. Parce que le vrai risque que nous allons traverser aujourd'hui, c'est celui de la déchirure sociale du pays. Alors Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, qui propose par ailleurs de généraliser la participation pour permettre aux salariés d'être actionnaires de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Vous qui vous référez au gaullisme social, est-ce que Gérald Darmanin, là, qui vient de votre famille politique, il ne vous coupe pas un peu l'herbe sous le pied ? En tant que gaulliste, moi j'ai toujours été favorable à la participation. D'ailleurs, sous Nicolas Sarkozy, nous avions augmenté la facilité et les aides pour soutenir le développement de la participation, notamment dans les PME, puisque c'est là que c'est le plus difficile. Mais en même temps, ce sujet de la participation au bénéfice des entreprises ne me paraît pas être au cœur, j'allais dire, de l'urgence économique du pays. Combien d'entreprises vont faire des bénéfices cette année ? La vraie urgence économique, ça va être celle de l'emploi et du retour à l'emploi des chômeurs, de tous ceux dont les entreprises ont fait faillite, de tous ceux qui ont dû arrêter leur activité. C'est pour ça que la région Île-de-France prendra, elle, une mesure très puissante dès les semaines qui viennent, doubler le nombre de formations vers les métiers qui vont recruter après la crise, les métiers du numérique, du sanitaire et du social, de la sécurité, de l'agriculture, ces métiers du bâtiment et de la construction, ces métiers qui offriront un nouvel espoir à tous ceux qui vont se retrouver chômeurs post-Covid. On va voir maintenant le point de vue de Patrick Mignola. Je vais vous poser les mêmes questions, Patrick Mignola. Gérald Darmanin, ministre et maire. Vous défendez, vous, ce cumul des fonctions ? Il peut y avoir des exceptions ? Je crois qu'il a été borné dans le temps. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'il faille beaucoup polémiquer autour du sujet. Puisque ça dépend, on est dans l'urgence, comme disait Valérie Pécresse. Pour quelques semaines. Et c'est précisément parce qu'il y a urgence qu'il doit rester ministre. Parce que vous savez, il y a un budget de la sécurité sociale à préparer. C'est le budget qui doit financer le chômage partiel pour les Françaises et les Français. De la même façon, il faut aussi qu'on prépare un budget de relance. Or, si sur un plan opérationnel, il fallait remplacer le ministre du budget aujourd'hui, forcément, on se trouverait en difficulté parce que le temps que le nouveau prenne ses marques, on ne parviendrait pas à travailler de façon aussi efficace. Par contre, il faudra qu'il fasse un choix un jour, ministre ou maire. C'est en tout cas ce qu'il a indiqué et je crois qu'il a même confirmé que le président de la République et le Premier ministre avaient donné une autorisation temporaire. Temporaire, il y a du provisoire qui dure longtemps parfois. C'est pas à moi de décider quand pourra avoir lieu le remaniement, mais j'ai lu chez vos excellents confrères du journal du dimanche que ce serait jusqu'au prochain remaniement. Alors, ce qu'il aura lieu en juillet, ce qui aura lieu en septembre. En tout cas, ce que je pense, c'est que dans un premier temps, on est un certain nombre à travailler, comme le dit Mme Pécresse, à 150%, et que la plupart du temps, on y parvient, parce que de toute façon, c'est la responsabilité qui nous a été confiée. Donc voilà, alors, je ne polémique pas avec ce genre de choses. À propos de la proposition du ministre Gérald Darmanin de généraliser la participation dans les entreprises, est-ce que vous trouvez-vous que c'est une bonne idée ? Est-ce que vous êtes prêt éventuellement à amender la proposition à l'Assemblée nationale ?
C'est-à-dire, c'est une idée qu'avec les députés MoDem, nous avions proposée il y a déjà quelques mois. Et je pense que plus que jamais, contrairement à ce que dit Valérie Pécresse, nous en avons besoin, pas pour que ce soit... J'entends ce qu'elle dit sur les bénéfices des entreprises. Mais ce n'est pas seulement la participation aux bénéfices des entreprises. Il faut que ce soit un intéressement de tous les Français à la reconstruction. Aujourd'hui, on a besoin de relancer le pays. Il faut le relancer vite. Le relancer d'abord parce que ce sont les plus fragiles du pays qui en souffrent de cette situation économique. Et il faut le relancer vite parce que chaque jour qui passe endette un peu plus nos enfants. Donc il faut que chaque Française et chaque Français se sentent intéressés au sens premier du terme à la reconstruction. Qu'est-ce que vous proposez, vous, au MoDem, de ce point de vue? Nous, on propose la généralisation de l'intéressement, de telle sorte qu'à chaque fois qu'on retrouve de la croissance, à chaque fois qu'on retrouve un peu de rentabilité, un peu d'activité, en tout cas dans les entreprises, les salariés puissent se sentir intéressés. Aujourd'hui, il y a seulement 1 500 000 salariés qui ont de l'intéressement. La plupart du temps dans les grandes entreprises, et ça ne fait au fond que renforcer les inégalités. Alors l'inconvénient de l'accord d'intéressement, et c'est peut-être en ça qu'on pourrait se rejoindre avec Valérie Pécresse, c'est qu'effectivement c'est 1 fois par an sur la base de bénéfices des entreprises. Nous faisons une proposition supplémentaire, c'est que dès aujourd'hui, comme la loi le prévoit, il puisse y avoir des avances sur intéressement. On laisse ça à la main des patrons et des partenaires sociaux, et ils peuvent définir au mois le mois qu'on peut donner 100 €, 200 €, jusqu'à 300 € sans charge pour tous ceux qui travaillent. C'est une avance sur intéressement en fait. Une avance sur intéressement pour que demain, chaque Française et chaque Français qui participe, qui intensifie son travail pour aller plus loin, parce que vous savez, on a beaucoup entendu, la droite veut augmenter le temps de travail, la gauche veut augmenter les impôts. Nous, on préférerait augmenter les salaires, et autant que les Français sachent que leur salaire va augmenter s'ils participent intensément. C'est ce que vous allez défendre au MoDem. Valérie Pécresse, vous avez entendu Patrick Mignola, il vous interpellait. Vous voulez ajouter un mot ? Moi, je ne sais pas qui veut augmenter le temps de travail. En tout cas, moi, ce que je préconise, c'est qu'on ait des accords d'entreprise sur l'organisation du travail dans les semaines qui viennent. Parce que tout va dépendre de la situation de l'entreprise. Certaines entreprises, pour maintenir l'emploi, auront besoin de baisser, au contraire, le temps de travail et d'avoir un accord sur les salaires. Donc, je demande beaucoup de souplesse. Je demande que là, les accords puissent se faire au sein des entreprises et que dans cette reprise, contrairement à ce qui s'est passé pendant la crise, eh bien, on n'essaye pas de tout réguler, de tout réglementer, mais qu'on fasse confiance aux partenaires sociaux, au dialogue social, parce que, et ça a été dit, c'est le plan de relance qui est urgent. Et moi, j'appelle le gouvernement à faire d'urgence un vrai plan de relance, parce que cette déchirure sociale dont je vous parlais, ce sera entre ceux qui sont dans des emplois protégés, et ceux qui sont dans des emplois aujourd'hui très exposés. On va en reparler évidemment. Un nouveau plan hôpital qui prendrait en compte les carrières des soignants annoncé d'ici l'été. Le groupe Renault qui envisage des fermetures d'usines. Le second tour des municipales donc le 28 juin. Ce sont quelques-uns des temps forts de la semaine. Avec la crise du coronavirus, le marché automobile s'est effondré. La marque aux losanges envisagerait l'arrêt de certains sites, comme celui de Choisy-le-Roi, spécialisé dans la rénovation de moteurs. Ça fait peur. Vous êtes inquiet? Bah, quand même, hein. On est jeunes et il faut trouver un boulot après. Avenir incertain également pour l'usine de Flins, 2600 employés. Alors comment le gouvernement peut-il faire pression? Le seul véritable levier de l'État, c'est le plan d'aide au secteur automobile, en ce moment même à l'étude. L'opposition l'affirme, il faudra exiger en échange des contreparties. Comment accepter qu'Air France et Renault aient bénéficié de milliards de prêts et envisagent aujourd'hui des licenciements? Oui à mettre de l'argent public, mais à une condition, c'est qu'on préserve l'emploi, c'est qu'on préserve l'économie française. Depuis l'annonce d'un nouveau plan santé, les soignants déambulent désormais dans la rue chaque jeudi. Ils souhaitent faire entendre leur colère. De meilleurs salaires et plus de lits dans les hôpitaux. La reconnaissance et les dons pendant la pandémie ne peuvent suffire. Ni les médailles, ni les chèques vacances ne sont des éléments qui nous permettent de nous satisfaire en quoi que ce soit. Faute d'un large consensus dans la classe politique, le gouvernement a dû trancher. Il appartient donc désormais au gouvernement de prendre et d'assumer seul sa décision. Un second tour le 28 juin qui concerne 4 816 communes, 16,5 millions d'électeurs, environ un tiers du corps électoral. Le scrutin se déroulera de toute façon en pleine épidémie. Les règles seront donc très strictes. Vous n'avez pas peur d'aller voter? Absolument pas.
J'avais déjà voté la première fois. Je trouvais que les consignes de sécurité étaient tout à fait présentes. Le virus, il est toujours là. Je n'irai pas du tout voter, ça c'est une certitude. Par ces conditions et sans doute par son taux d'abstention, ce scrutin sera inédit sous la Ve République. Valérie Pécresse, au second tour des élections municipales le 28 juin. L'Île-de-France, la région que vous présidez, est en rouge. Demandez-vous des garanties supplémentaires? Je crois que le plus sage, c'est de voter dès que ce sera sanitairement possible. Pourquoi ? Bien d'abord parce que si on veut relancer l'économie, il faut relancer la construction, il faut relancer le bâtiment, il faut relancer les grands projets d'investissement public. Et ces projets, ils dépendent de la commande publique. Ils dépendent donc de maires élus. Vous savez bien que quand on est candidat, on ne lance pas des grands projets dans sa ville. Donc oui, il faut des maires élus, il faut des maires élus rapidement, mais avec toutes les garanties de sécurité sanitaire. Et c'est pour cela que nous en saurons plus quand il y aura la dernière clause de revoyure que le gouvernement a proposée. Alors parmi les garanties, les masques, et qu'on retrouve par hasard, par exemple, dans les rues, jetés par terre. C'est le cas à Paris ou ailleurs. Et il y a un député, les Républicains, qui propose de mettre en place une amende de 300 € pour ceux qui seraient pris en flagrant délit. Vous approuvez ça? Absolument, je soutiens l'initiative d'Éric Pogé. Alors, j'aurais préféré, comme nous tous, pouvoir m'en remettre au civisme et à l'esprit de responsabilité des Français. Et c'est d'abord à ce civisme et à cet esprit de responsabilité que j'en appelle pour porter les masques. Parce que, vous le savez, j'ai la responsabilité des transports en commun. Les masques sont obligatoires dans tous les transports en commun en France. Et si on a vu au démarrage du déconfinement beaucoup de respect de cette règle du port du masque obligatoire, eh bien on s'aperçoit qu'au fil des jours, le respect s'effiloche, qu'il y a du relâchement. On ne peut pas aller dans des transports en commun dans lesquels on espère pouvoir diminuer les règles de distanciation physique pour pouvoir emporter plus de Français au travail dans les transports en commun. On ne peut pas avoir un relâchement sur le port du masque. Donc il ne faut pas se relâcher sur le port du masque et il ne faut pas non plus les jeter par terre. Ce sont des outils de santé, les masques. Et donc, évidemment, ils peuvent être très contaminants. Donc il faut penser, respecter ceux qui font le nettoyage, respecter les autres. Sinon, il faut jeter ces masques dans les poubelles. D'ailleurs, dans les transports en commun, nous avons mis en place des poubelles spéciales pour récupérer tous ces masques. Alors, on va parler des transports tout à l'heure, mais un petit mot à propos des masques. Parce que Emmanuel Macron a eu cette phrase cette semaine: nous n'avons jamais été en rupture de masques. Qu'est-ce que vous lui répondez? Que ce n'est pas la réalité. Que ce n'est pas la réalité telle que nous l'avons vécue et que c'est pour ça que nous, les régions, nous nous sommes engagés dans l'achat de masques, alors que ce n'était pas vraiment notre métier, que nous avons monté, comme en Île-de-France, des centrales d'achat pour permettre à toutes les entreprises, aux collectivités de se fournir en masques. Valérie Pécresse, vous dites que ça n'est pas la réalité, c'est donc un mensonge. Arrivés en Île-de-France. Ce n'est pas la réalité telle que nous l'avons vécue. Moi, je ne suis pas là pour polémiquer. Vous savez, ma région est en plein œil du cyclone. Nous sommes encore une région rouge. Nous sommes une région dans laquelle on a besoin de se retrousser les manches, d'additionner nos forces. Mais cette réalité de la pénurie de masques, les Franciliens l'ont vécu, les Français l'ont vécu, puisque les 2,5 millions de masques que nous avons commandés sont allés directement aux hôpitaux, aux EHPAD et au personnel soignant. Alors on va parler des transports, parce qu'il y aura plus de trains de banlieue, plus de bus demain, 100% des métros circuleront. Est-ce que vous dites aux habitants d'Île-de-France, retournez au travail, il y a urgence à relancer l'économie? Je dis il y a urgence à reprendre l'activité, mais reprendre l'activité de manière différente. On ne pourra pas cesser le télétravail cet été. Il faut continuer le télétravail au maximum. Et il faut continuer à lisser les heures de pointe, c'est-à-dire il faut que les entreprises fassent en sorte avec leurs salariés d'arriver entre 6h30 et 10h30 le matin, de repartir entre 15h30 et 19h30, d'étaler ses arrivées, ses heures de départ du bureau. Il faut travailler différemment, économiser les transports. Parce que même si les transports à partir de demain reprennent de 5h30 à 1h30 du matin, eh bien ces transports ne pourront pas emporter plus de 20 à 30% des passagers habituels parce que nous devons encore respecter les distances physiques, parce que nous devons lutter contre la pandémie et l'empêcher de redémarrer.
Ce qui veut dire qu'un retour à la normale, pour vous, en Île-de-France, la région la plus touchée par le coronavirus, ça n'est pas avant des mois. Surtout, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait un bénéfice de cette crise. Et le bénéfice de cette crise, c'est peut-être la généralisation du télétravail dans une région où on passe des heures dans les transports chaque jour. C'est peut-être aussi le lissage des heures de pointe pour enfin régler le problème de la congestion des RER et des embouteillages géants du matin. Parce que si les entreprises modifiaient leur comportement, on vivrait dans un monde meilleur aussi. Alors je disais que votre région, la région Île-de-France, est la plus touchée. Un quart des salariés au chômage partiel en France sont en région parisienne, en Île-de-France. Est-ce que vous craignez un chaos économique? Je crains qu'à la crise sanitaire suive une crise économique et sociale. Et c'est pour cela, je vous l'ai dit, que nous allons doubler nos formations, 40 000 formations vers les métiers qui vont recruter. Parce que le paradoxe de cette crise, c'est qu'un certain nombre de métiers vont recruter. Et je pense aux métiers du numérique, de l'agriculture, de la sécurité, du sanitaire et social, du bâtiment aussi et des travaux publics. Donc il va y avoir des secteurs qui vont être recruteurs et il va falloir convertir très rapidement les salariés vers ces secteurs. Nous mettrons d'ailleurs une prime de 1 000 € supplémentaires en plus des rémunérations habituelles des stagiaires de la formation professionnelle pour permettre à tous les chômeurs qui le souhaitent de se reconvertir vers ces métiers en tension. Et puis nous lancerons évidemment un plan de relance pour aider nos TPE-PME, un plan très puissant, y compris dans les filières stratégiques, industrielles, du médicament, de l'automobile, de l'aéronautique, pour soutenir ces filières. Au sein d'Île-de-France, il y a un département qui est plus touché encore que d'autres, c'est la Seine-Saint-Denis, touché par le nombre de décès, les conséquences économiques et sociales. La Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre en métropole. Pour vous, présidente de la région d'Île-de-France, est-ce qu'il faudra un plan de sauvetage ou d'aide spécifique pour la Seine-Saint-Denis? Vous savez, des petites Seine-Saint-Denis, il y en a dans toute la France et il y en a dans toute l'Île-de-France. C'est-à-dire des quartiers populaires très pauvres, avec la précarité qui est en train de monter de manière alarmante. Et c'est pour ça que la région a fait un plan de lutte contre la précarité qui englobe tous ces quartiers de la région, avec d'abord de l'aide alimentaire. Nous allons racheter tous les surplus agricoles de nos agriculteurs pour permettre... Ce que vous voulez dire, Valérie Pécresse, c'est qu'il n'y a pas de spécificité de la Seine-Saint-Denis. Il y a une spécificité des quartiers très populaires de l'Île-de-France. Mais vous savez, la situation de la Seine-Saint-Denis, c'est la même situation qu'à Gonesse, Garges-les-Gonesse, Sarcelles, à Évry ou à Trappes. Donc, je ne peux pas faire un sort particulier à un territoire. Mais je peux aider davantage tous les territoires qui sont les plus touchés par cette précarité. C'est pour ça que depuis plusieurs semaines, nous faisons des distributions alimentaires dans les lycées d'Île-de-France, dans toutes les villes les plus populaires. Et par ailleurs, nous allons veiller à ce que les fractures qui minent l'Île-de-France nous soient corrigées par la région. Par exemple, nous allons verser une aide à 109 000 familles, une aide aux 109 000 familles des lycéens les plus pauvres qui n'ont pas pu bénéficier des cantines et qui leur permettra d'avoir une aide financière pour, là encore, faire face. Une toute dernière chose, la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, vient de confirmer que les parcs et jardins vont rester fermés à Paris parce que la ville, la capitale, est en zone rouge. Vous dites qu'il faut les rouvrir à condition de renforcer la surveillance. Comment vous jugez cette position du gouvernement, cette position d'intransigeance? Est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard des arrière-pensées politiques au moment des municipales à Paris? Écoutez, c'est vrai que la réouverture des parcs et jardins est demandée à la fois par la région, par la maire de Paris, par Rachida Dati, par les maires d'arrondissement. Donc je crois qu'on aurait pu les réouvrir avec des mesures de sécurité très renforcées. Comment analysez-vous le blocage du gouvernement sur la question? Une vraie police, ça plaide pour une vraie police municipale à Paris qui pourrait faire respecter ces règles de distance physique et ces règles aussi de dynamique. C'est-à-dire qu'il aurait fallu rouvrir les parcs et jardins, non pas pour qu'on s'y asseye en statique les uns sur les autres, mais pour qu'on puisse les traverser, pour qu'on puisse s'y promener. Et ça nécessite évidemment des forces de sécurité que peut-être la mairie de Paris n'a pas à ce stade. Et moi-même, je suis bien placée pour dire que j'ai besoin des forces de police aujourd'hui. Je l'ai demandé à M. Castaner jusqu'au 2 juin. J'ai besoin de 3
3000 policiers pour faire respecter et filtrer l'entrée des transports en commun. Donc vous voyez que toutes ces règles de distance physique nécessitent beaucoup de forces de police pour pouvoir les faire respecter. Valérie Pécresse, il est temps de retrouver l'un de nos confrères habitués de Dimanche en politique. Aujourd'hui, c'est Frédéric Saïz, éditorialiste à France Culture, qui vous pose une question. Bonjour Francis et bonjour Valérie Pécresse. Alors vous avez entendu le chef de l'État Emmanuel Macron évoquer une concorde nationale qu'il souhaite établir pour ces prochaines semaines. Beaucoup de commentateurs et d'acteurs s'interrogent sur un remaniement, un nouveau gouvernement qui mettrait en œuvre les décisions de rupture promises par Emmanuel Macron. On évoque notamment la relocalisation des industries essentielles en France. Est-ce que personnellement, vous, cette concorde nationale, vous l'excluez pour vous-même a priori ? Ou bien est-ce que vous dites pourquoi pas, et dans ce cas, à quelles conditions? Voilà, question précise, réponse précise. Mais ce que je crois, c'est que cette concorde nationale, soyons fous, elle devrait se faire entre l'État et les régions. Je pense qu'aujourd'hui, ce que cette crise a prouvé, c'est finalement toutes les limites de la bureaucratie à la française. De cette bureaucratie qui veut voir tout le monde traité de la même façon alors que les situations des régions étaient totalement différentes. Moi, je plaide pour une régionalisation des plans de relance. Je plaide pour un vrai mouvement de décentralisation et une confiance retrouvée entre l'État et ses régions. C'est la condition.